c'est son histoire entière qui a refait surface. Écoutons le témoignage de ma cliente. Si tu me croises dans la rue, tu te dis que tout va bien. Clara, 29 ans, chargée de communication. J'ai le sourire, je plaisante, je publie des photos de mes vacances, je fais ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Ce n'est pas de la tristesse, ni de la fatigue. C'est juste un vide. Comme si tout ce que je faisais était déconnecté de moi. Comme si je vivais ma vie en étant à côté, spectatrice. Et je ne comprends pas pourquoi. Bienvenue dans Tattoo Soma. Je suis tatoueuse et ce que je pratique va bien au-delà de l'art. En vous tatouant, j'ai compris une chose essentielle. Vos corps sont des bibliothèques vivantes. Ils portent des histoires, des blessures, des mémoires enfouies. Mais combien d'entre nous prennent le temps de vraiment les écouter ? Comment accéder à toutes ces informations inscrites sous la peau ? Ce sont ceux qui ont frôlé la mort qui m'ont donné la clé. Je n'ai pas de corps et je suis invisible. Je vois à 360 degrés. C'est comme si j'étais en haut d'une montagne à 360. Je pensais derrière, je voyais derrière. Je pensais 360, je voyais que je voyais tout autour de moi. Les expérienceurs racontent tous la même histoire. Au-delà du corps, ils ont découvert une vision à 360 degrés. Un regard total, sans filtre, sans limite. Alors j'ai décidé de vous regarder comme ça, quand vous venez dans mon cabinet, de vous regarder à 360 degrés. Un dialogue entre ce que nous montrons et ce que nous portons en nous. Nous sommes mi-mars. Un matin gris suspendu entre deux saisons. Le vent souffle un peu trop fort, comme pour faire tomber quelque chose qui résiste. Clara est entrée dans le studio avec cette allure qu'ont ceux qui tiennent debout, mais à l'intérieur, tout vacille. J'ai tout de suite vu ses épaules légèrement tirées vers l'arrière, comme si son corps cherchait à donner le change. Mais ses yeux, eux, parlaient d'un autre endroit. Elle m'a dit qu'elle voulait un tatouage symbolique, un ancrage, un rappel. Mais très vite, j'ai compris qu'il s'agissait d'autre chose. D'un silence plus profond, d'un vide qui gronde sans bruit. Clara ne venait pas juste pour marquer sa peau, elle venait essayer de recoller quelque chose. Un fil, une cohérence, peut-être même retrouver son propre contact. J'ai essayé de combler ce vide, de le remplir avec des projets, du sport, des voyages. J'ai même testé la méditation, la gratitude, les rituels matinaux. Rien n'a changé. C'est comme si ce vide était plus profond que tout ça. Comme si il attendait autre chose de moi. Et c'est flippant. Un exercice qui m'a particulièrement frappé pendant notre entretien, Onirix m'a demandé d'aller rencontrer mon vide. Et là, c'est comme si je vivais dans une pièce pleine de bruit, mais sans pouvoir m'y sentir vivante. J'ai ressenti une pression étrange dans ma poitrine. J'avais peur, mais peu à peu, j'ai eu l'impression que mon corps était une carte qui cachait des mémoires. Le vide n'était pas qu'un simple sentiment, c'était une mémoire, ancrée en moi, mais que je n'avais jamais voulu voir. En invitant Clara à explorer ce vide, elle me dit « J'ai grandi dans une famille où il ne fallait pas faire de vagues. Il fallait être présentable, tout ce qui débordait, la colère, la tristesse et même la joie était gênant. On m'a félicité pour mon calme, mais à l'intérieur, j'hurlais. Alors, elle a appris à ne pas déranger, à être lisse, adorable, sage. Elle est devenue une vitrine. Et aujourd'hui, ce vide, c'est le prix de cette vitrine. Rien ne déborde chez Clara, mais plus rien ne circule non plus. Le docteur Bessel van der Kolk, dans Le corps n'oublie rien, explique que les traumatismes se manifestent souvent par des symptômes corporels, émotionnels et comportementaux. Il décrit la dissociation comme un mécanisme de défense essentiel. Le cerveau désactive certaines zones pour protéger l'individu du stress et de la douleur, créant ainsi une coupure entre des parties de soi-même. Écoutons-le.
Alors cette partie-là du cerveau dit, je sais, je fais, voilà ce que j'aime, c'est là que je vais, voilà quelles sont mes valeurs, voilà ce qui est important pour moi. Et une grosse partie de l'arrière du cerveau est plutôt dévouée à voici ce dont mon corps a besoin. J'ai besoin d'avoir un peu plus chaud, j'ai besoin d'aller manger parce que mon corps a besoin de nourriture. Donc l'arrière du cerveau, il y a une grosse partie qui est dévouée à s'assurer que votre corps va bien. Et ensuite, 18 Canadiens présentant des symptômes d'un trouble stress post-traumatique. Et voilà à quoi ça ressemble dans leur cerveau. Aux États-Unis, certaines personnes gênent quand ils voient ça. J'entends que vous ne gêniez pas, mais c'est extrêmement puissant de voir ça. On travaille avec des gens qui ont un sens de soi qui a disparu. Ils n'ont qu'un sens de « je crois en ceci, voilà mes valeurs, voilà ce qui est important pour moi ». Aucun sens de « voici mon corps, voici comment prendre soin ». Donc ça, c'est très attaqué. Donc toute l'organisation de soi, la perception de soi, disparue. Si Clara n'avait pas accepté d'aller chercher un fragment d'elle qu'elle avait exilé très loin dans sa mémoire, elle n'aurait jamais découvert que, dès son enfance, elle s'était entraînée à cacher ses émotions. Surtout pour répondre aux attentes des autres, en particulier des figures parentales ou d'autorité. Elle a créé une façade lisse pour se protéger, ce qui la place dans un état de dissociation où les émotions refoulées ne peuvent pas être intégrées dans son expérience quotidienne. Le vide intérieur qu'elle ressent aujourd'hui est le résultat de cette coupure entre son esprit et son corps, entre ses émotions et son comportement extérieur. Ce qui est intéressant en essayant de regarder la problématique sous différents angles, comme si nous étions en train de regarder cette situation à 360 degrés, le problème ici n'est pas simplement elle. Clara ne porte pas un défaut individuel. Elle porte en elle les empreintes d'un environnement qui lui a appris à se couper, à se dissocier. Un lieu où respirer librement n'était pas permis. Ce n'est pas son corps qui est défaillant, c'est l'air qu'elle a dû respirer jour après jour, année après année. Le vide qu'elle vit, c'est la conséquence d'un environnement qui ne lui a pas permis de se sentir pleinement vivante. Écoutons Albert Moukébert, qui a un point de vue très tranché sur cette vision des choses. Encore d'autres ont des troubles de l'humeur parce que on leur parle hyper mal au travail. Et en fait, la maladie est dans le cerveau de leur supérieur hiérarchique. Ce devrait être eux qui devraient venir en thérapie. Eux, si je les sors de cet environnement toxique, ils vont hyper bien. C'est vraiment leur hygiène de vie et leur hygiène de relations sociales qui sont mauvaises. Et donc, il faut soigner ça. Et donc, Thomas Fuchs dit, quand on soigne dans la santé mentale, il faut tout le temps se demander d'où vient le problème. Il n'est pas tout le temps interne. L'analogie qu'il donne, il dit, je peux avoir des problèmes de respiration parce que mes poumons ont un problème, mais je peux avoir des problèmes de respiration parce que je suis dans une salle pleine de fumée. Et c'est complètement délirant, si je suis dans une salle pleine de fumée, de penser que le problème c'est mes poumons. Il faut soit que j'aère la salle, soit que je sors. Et après, mes poumons vont bien et je vais pouvoir respirer. Aujourd'hui, on a ce réductionnisme à l'individu. Si quelqu'un est déprimé, c'est que la dépression est dans son organisme. Pas du tout. Si je suis une femme et je me fais harceler tous les jours au travail, donc je développe une boule au ventre, mon organisme est complètement sain. C'est juste que je suis en train de payer le prix de baigner dans cette piscine de sexisme qui est en train de m'impacter. Et donc on doit repenser, avoir une vision, ce que je dis dans Normania, c'est d'avoir une vision non réductionniste du fonctionnement de l'humain. Clara est venue pour un tatouage. Elle pensait repartir avec un dessin. Elle ne savait pas encore qu'elle allait se rencontrer. Ma méthode, ce n'est pas du tatouage esthétique. C'est un rituel de réintégration. Une cartographie intérieure que j'appelle le Tattoo Soma. Tattoo signifie 3 en swahili. Le corps, l'âme et l'esprit. Soma en latin, c'est le corps vivant, le corps ressenti, le corps qui parle. Tattoo Soma, c'est une méthode que j'ai créée pour réconcilier ces 3 dimensions à travers un acte sacré, le tatouage. Car cet acte est sacré depuis la nuit des temps. Les momies en témoignent.
Les hommes comme les femmes étaient fortement tatoués. Et ils étaient essentiellement couverts de multiples ensembles de motifs, tatoués à intervalles réguliers tout au long de leur vie avec différentes scènes complexes, appartenant à un style que nous appelons maintenant art animalier site. Ainsi, des rangées de prédateurs, des scènes de conflit entre prédateurs et herbivores, des rangées de points le long de la colonne vertébrale. Certains de ces motifs ressemblent à de l'acupuncture, mais la plupart avaient une fonction différente, celle de traduire fondamentalement un monde de leur mythologie sur leur corps pour toujours. Clara vient me voir avec ce vide. Elle pense que faire un tatouage va lui apporter cette sensation d'être vivante. Oui, mais il y a un risque. Le risque de chercher une solution à l'extérieur. Par un acte symbolique, mais sans avoir rencontré la source, la racine du problème. C'est comme essayer d'allumer la lumière dans une pièce où il n'y a pas d'ampoule. Pierre Genet dit ceci. Les souvenirs traumatiques dissociés continuent d'affecter le comportement et les états émotionnels, tout en restant hors de portée de la conscience. On croit que le passé est derrière nous, mais il n'a pas été digéré. Il reste actif, silencieux, incontrôlable, vivant. Un mot, un silence, même un contact, et le vide s'ouvre sous nos pieds. Pas parce qu'on est fragile, parce qu'une part de nous est encore figée là-bas. Tattoo Soma, ce n'est pas un tatouage thérapeutique, c'est un rituel d'intégration, un retour à soi. Et voici comment ça se passe. 1. La rencontre. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est une écoute, verbale, non verbale, avec le visible et l'invisible. La personne me dit « Je veux un tatouage ». Et je réponds « Et si on allait voir pourquoi ?» Je regarde ce que le corps murmure. Tension, posture, fuite dans le regard. Car souvent le corps parle avant qu'on ait trouvé les mots. 2. Le projet de base. Clara dit « Je me sens vide, j'ai besoin d'un symbole ». Et je lui demande « Es-tu prête à rencontrer ce vide ?» On ne tatoue pas une idée, on tatoue une histoire. Pas celle qu'on raconte, mais celle qu'on ressent. 3. L'introspection guidée. Je propose des exercices, des visualisations, pour laisser parler la mémoire implicite, celle qui n'est pas dans les souvenirs clairs, mais dans le corps, dans les gestes, dans les silences. 4. L'écoute des parts. Nous ne sommes pas un bloc, nous sommes faits de parts. Des parts blessées, des parts protectrices, des parts exilées. Le vide, ce n'est pas nous, c'est une part, figée dans le temps, qui attend d'être reconnue et réintégrée. 5. Le langage du corps. Chez Clara, c'était la nuque, les épaules, les endroits où elle portait, où elle tenait bon, où elle encaissait le silence. C'est là que je regarde, c'est là que je crée. 6. Le choix du symbole. Un symbole, c'est pas une déco, c'est un message. Une carte pour l'inconscient, un pacte entre le passé figé et le présent qui veut respirer. 7. L'acte de l'ancrage. L'aiguille entre en scène. La douleur devient présente. Le corps s'ouvre, se rappelle ce que la psyché avait mis à l'écart. Le corps réintègre. C'est pas une souffrance, c'est une traversée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la réflexion sur le sens. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment cherché à comprendre ce que je voulais, ce que mon être profond désirait. Au lieu de ça, je m'étais laissé envahir par l'idée de plaire, de réussir. Si ce voyage dans les profondeurs du Tattoo Soma vous a touché, si cette vision à 360 degrés résonne avec votre propre quête, j'aimerais continuer ce dialogue avec vous. Abonnez-vous,
pour explorer d'autres dimensions du tatouage sacré, pour découvrir comment chaque marque sur notre peau peut devenir une porte vers la transformation. Dans les commentaires, partagez votre propre expérience avec la mémoire du corps. Comment votre corps vous parle-t-il ? Quelle histoire porte-t-il ? Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette exploration, tous les liens vers mes réseaux sociaux et mon studio sont dans la description. Et si cette vidéo a résonné avec vous, votre partage permettra peut-être à d'autres âmes en recherche de trouver leur chemin vers cette approche différente du tatouage.